Yes, what's up la gang? Très content de vous retrouver pour un 64e épisode de Success Factory. Cette semaine, au podcast, on reçoit Janaina de Chapeau Rouge, qui est une partenaire avec laquelle on peut apprendre depuis quelques années. Janaina, qui est une super humaine. Pour vrai, on se rejoint sur beaucoup d'aspects. C'est la personne, je pense, qui me fait le plus rire sur ses débuts de courriel. Si vous avez la chance de travailler avec elle, là, c'est un délice de lire ses débuts de courriel. Je trouve ça tout le temps bien drôle. Elle fait des petites jokes à Agnès et d'autres collègues qu'elle met en CC. C'est tout le temps un plaisir d'avoir la chance de lire ses courriels. Bref, on la reçoit pas pour ses courriels. Aujourd'hui, on la reçoit pour ses 280 projets pour lesquels elle a travaillé à travers 30-35 pays à travers le monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le marché international. Pour vrai, c'est vraiment une solide humaine, une solide travaillante également, qui sait comment mener un projet à bon port. C'est une stratège d'affaires qui littéralement là, vous aide à vous rendre où ce que vous voulez avec votre entreprise, peu importe vos bloqueurs. On a parlé de beaucoup de choses avec Janaina. C'est probablement la première fois que je vais dans une discussion aussi profonde avec elle sur justement l'aspect de voyager et travailler, comment ça se passe, l'importance de la proposition de valeur, puis l'impact du stress sur la créativité. Moi, j'ai vraiment adoré ce segment-là, justement. Là, c'est fou à quel point qu'on ne pense pas à ça. Puis on est dans un environnement super anxiogène, souvent, dans le monde des affaires. Il y a beaucoup de stimuli, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est particulièrement quand tu es un entrepreneur, puis pour du monde qui travaille justement dans des jobs qui sont créatifs. Je pense entre autres au marketing, je pense entre autres aux communications, justement à la stratégie, à plein de choses. C'est l'impact du stress sur la créativité. Et donc, quand on sent qu'on n'est pas bien, comment tu veux avoir le temps, l'espace mental, comme pouvoir justement te libérer ta créativité. Bien, c'est un sujet qu'on a abordé de fond en comble, puis c'est super intéressant. Elle me parle aussi de ses destinations favorites pour travailler, ses destinations favorites pour voyager. Je vous invite à écouter ça jusqu'à la fin. J'ai demandé quelques petites recommandations de voyage. Peut-être pas j'ai demandé ça, je l'ai phrasé. Des recommandations de voyage qui sont un petit peu plus funky que moi, plus inattendues, je dirais. Puis les réponses qu'elle a dit, ça me donne le goût de voyager là-bas. Bref, je laisse à votre écoute avec Janaina de Chapeau Rouge. Et je vous souhaite une super écoute. Ça ressemble à ça. Les enfants sont retournés à l'école. Là, il n'y a que les adultes qui courent les rues, donc c'est parfait. Est-ce que tu as des enfants, toi? Oui, j'ai une fille de bientôt 13 ans qui vient de rentrer au secondaire. Et, c'est parfait. J'aime ça. Ça t'occasionne-tu du stress un peu? C'est une autre game? Oui, non. Je ne suis pas une personne stressée de nature. Moi, j'essaie de... Et ni anxieuse, et je suis heureuse que ma fille ait hérité de ça. Elle n'était pas stressée de rentrer au secondaire, elle était excitée à l'idée de se faire de nouveaux amis, d'y aller, de plonger dans quelque chose de nouveau. Et moi, je suis comme ça avec elle aussi. Les problèmes, en général, quand ils apparaissent, on essaie de pas trop anticiper là-dessus. Mais parlant d'anxiété, puis tu travailles sur des gros projets en ce moment, puis c'est ça que quand on a fait nos petites recherches, j'ai vu que tu avais travaillé sur plus de 280 projets depuis 2014, mais un peu partout à travers le monde. Là, quand je regardais ça en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, puis naturellement au Canada. Comment c'est de travailler d'avoir travaillé dans autant de continents? C'est quoi les particularités un petit peu que tu as vues à travers le monde? Euh, c'est un privilège pour commencer. C'était vraiment une chance. En 2008, j'ai travaillé pour un laboratoire d'hygiène et santé animale en Europe. Et c'est ça qui m'a permis de voyager autant. J'avais en charge tout autre pays que la France. Et je m'occupais de développer le réseau de distribution. Donc, il y avait déjà un réseau de distribution qui était en place. Il fallait renforcer les partenariats, virer certains, débuter d'autres. Et c'est ce qui m'a donné l'occasion notamment de venir découvrir le Canada et le Québec. Mais c'est très excitant et complexe en même temps.
ça ouvre la porte, ça met la table pour la curiosité, pour être attentive aux choses et aux gens et de se rendre compte qu'on travaille, vraiment pas pareil, selon où on est et même à l'intérieur d'un pays, on peut avoir des distinctions comme c'est le cas ici au Canada. Mais le Canada, je dirais un peu comme les États-Unis, c'est, divisé dans son nombre d'États ou de provinces. C'est, avec ses spécificités, bien propres. Et bon et après les détails, géographiques, les détails de la différence de la langue aussi, de la façon de faire affaire, il y a les les entreprises. On a parlé de 280 entreprises que j'ai accompagnées, autant avant la création de Chapeau Rouge que depuis la création de Chapeau Rouge. Ce sont des autant pour les PME, les plus moyennes entreprises, selon les domaines d'activité dans lesquels ils sont. Donc il y a beaucoup de des paramètres à considérer dans ce travail que je fais, maintenant depuis 2006. Naturellement. Puis est-ce que, tu sais, à travers toutes ces continents-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont comme qui reviennent? Y a-tu des. ça, Naturellement, c'est même, tu l'as dit là, à travers le fait de travailler au Québec versus en Ontario, ça va être complètement différent. Des fois, même au Québec en tant que tel, faire un mandat pour une entreprise qui se fait juste affaire à Montréal versus affaire à Trois-Rivières, ça va être complètement un autre game au niveau audience, au niveau peu importe. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois que tu as vues à travers les clients avec lesquels tu as fait ta part qui reviennent comme tout le temps, autant dans ta gestion client que comme dans la stratégie que tu leur proposes? Hem, les préoccupations, elles diversent pas tant. Les entreprises, elles sont toutes, soucieuses de bien paraître, de bien vendre, d'identifier les bons clients pour eux. Donc, on peut dire que les préoccupations vont être globalement, pas toujours, mais globalement uniformes. Il y a une chose aussi qui revient souvent, c'est l'écart entre les ambitions et les capacités de réalisation. Ça, je passe j'investis beaucoup de temps, et souvent, c'est un temps qui n'est pas un temps de mandat, c'est un temps qui est préalable au mandat, de faire en sorte que, le client, il prenne conscience de l'écart qu'il peut avoir entre ses objectifs et les moyens qu'il est capable de mettre en place. Et là, par moyen, on ne parle pas que de l'argent, on parle heu, des ressources humaines, on parle de capacité de temps de travail parce que, j'ai vécu des situations dans lesquelles le client, il voulait, être numéro 1 au Canada, alors que l'entreprise était basée à Montréal et déjà à Québec, sa notoriété, elle était beaucoup plus faible qu'à Montréal. Donc c'est de faire, le client prendre conscience de cette, de cela et de dire: «Est-ce qu'on peut, hem, juste, ramener les choses, d'une façon plus réaliste?» Tout le monde a entendu parler des objectifs SMART, là, et quand on décortique ça, quand on met sur la table, il y a souvent un petit moment de recul parce que le client peut penser qu'on met en doute sa capacité de l'atteindre et ça prend des mots justes pour leur dire: «C'est pas votre capacité à l'atteindre, c'est votre capacité à l'atteindre ou notre capacité à l'exécuter en vue des ressources et du temps dont nous disposons.» Être le numéro 1 au Canada, ça pourrait être possible si nous étions en mesure d'engager 10 autres personnes et si nous avions 5 ans de plus devant nous. Donc parfois, c'est plus, un geste de poser des miroirs pour faire en sorte que les choses soient vues. Ça doit faire un clash, j'imagine. Est-ce que quand tu amènes ces aspects-là, est-ce que ça les motive-tu, tes clients? Est-ce que est-ce que ça, c'est comme une étape à travers ce processus-là de OK, on ramène tes attentes à bonne place, puis après ça, là, je te motive à. Ça, c'est tes attentes, ça veut dire que ça devrait être ça maintenant, tes objectifs pour te rendre à où ce que tu veux. En fait, c'est nécessaire parce que sinon je risque, de ne pas être capable d'obtenir satisfaction du mandat. Mhm. Si on ne travaille pas on parle d'un processus d'encadrement plus que de rabaisser les attentes.
Mais si on tient tellement à nos attentes, à nos objectifs, à ce moment-là, mon travail en tant que stratège, c'est d'identifier quelles sont les ressources pour atteindre ces objectifs-là. Si on veut atteindre 1 million de ventes la première année, et on tient à ça parce que sans ça, l'entreprise ne pourrait pas aller de l'avant, quand on expose les ressources d'un point de vue stratégique et opérationnel qu'il faudrait avoir, c'est là qu'on est capable de ramener les choses à un autre niveau. Et je ne dis pas que c'est toujours le cas quand un entrepreneur a des objectifs qui ne rencontrent pas leurs moyens. Mais parfois, ça peut être aussi une incapacité de ma part d'emmener l'entreprise là où elle veut aller. Ce n'est pas toujours un problème d'objectif parce que si on parle des ressources, là, si on imagine un triangle, on a l'objectif, on a les moyens financiers et on va parler des ressources humaines. Peut-être que moi, je ne suis pas compétente dans ce domaine-là pour, considérant l'objectif et les ressources financières, emmener l'entreprise là où il faut. Donc, quand c'est le cas, ben, on trouve d'autres personnes et on va faire OK. T'as On dit, appelle Wave and See. non, ça prend toutes sortes de partenaires pour faire réussir une entreprise ou toutes sortes de ressources. Une entreprise pour réussir en elle-même, mais ça prend ça prend les ressources que ça prend pour justement aller. Je pense que c'est toi qui dis la phrase, peut-être que tu l'as même dit tantôt là, en d'autres mots, mais les entrepreneurs, ils manquent pas d'ambition. Non. Puis c'est juste de justement se donner les moyens de ces ambitions-là avant sans tunnel vision, juste les ambitions, c'est de comme, OK, ben, il y a un processus pour se rendre à ces ambitions-là, puis de ne pas oublier ça dans le processus. Et c'est le processus, c'est la stratégie. On a échangé à quelques reprises là-dessus. C'est un peu, c'est la petite voiture là, qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Est-ce qu'on fait des pauses? Est-ce qu'on ne fait pas de pauses? Est-ce qu'on veut arriver à Gaspé, on tient à y arriver demain soir ou est-ce qu'on a une semaine pour y arriver? C'est un peu ça là, qu'on essaye de temporiser. Est-ce qu'il y a une mentalité, Janina, qui existe, qui est aim pour les étoiles, puis même si tu te rends sur la Lune, c'est pas si pire, là. Est-ce que tu encourages quand même ça ou c'est quoi ton approche quand justement tu parles à un client qui a trop d'ambition pour ses moyens? J'essaye de décortiquer l'ambition. Le pourquoi? De justement, pour rendre les choses aussi plus atteignables. Et je l'utilise aussi dans ma vie personnelle quand j'ai des objectifs qui sont ambitieux, parce que j'en ai quelques objectifs très ambitieux moi aussi, qui ne sont pas à la hauteur de mes moyens, mais j'essaye de rendre ça, de découper, de répartir ça en étapes, de manière à ce que je puisse, en atteignant chacune de ces étapes, aussi vivre un moment de satisfaction et de ne pas être tout le temps en train de viser, euh, on va dire, la, la Lune ou les étoiles, ça dépend où est-ce qu'on a placé notre astre, là. Mais si je veux arriver au Soleil, là, il y a des étapes, ou si je veux arriver à Jupiter, il y a des étapes. Mais j'essaye de faire en sorte de créer des étapes intermédiaires et des étapes à célébrer parce que c'est ce qui aussi nous permet de donner du courage et parfois, ça nous permet de revoir notre destination. Donc, je n'essaye pas de faire le client changer d'objectif. J'essaye juste de lui faire voir qu'il y a des étapes pour arriver à ces moments-là. Et c'est souvent arrivé, Jean-Michel, qu'en arrivant à une étape intermédiaire, on décide de changer de route parce que le soleil était plus brillant de l'autre côté ou parce que ça sentait meilleur ailleurs. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens aussi que on peut peut-être de temps en temps faire 2 marches à la fois, mais d'en faire une dizaine, c'est dur. C'est dur. C'est dur pour le moral et pour les ressources. Voilà. Ouais, c'est ça. Surtout si tu es capable seulement de monter 3 marches à la fois, puis que là, tu te dis, je veux essayer d'en monter 10, ça se peut que ça soit décourageant pour te rendre là, parce qu'il va falloir que tu t'entraînes pas mal, mon grand. Oui.
as dit la phrase que tu avais des objectifs ambitieux, pas à la hauteur de tes moyens. Puis là, je suis curieux de savoir c'est quoi, là. Moi, j'aimerais ça être, prendre, peut-être, en aller travailler 2 mois, être en vacances 1 mois. OK, J'aime beaucoup carrément. voyager. Ouais, j'aime beaucoup voyager et j'ai comme objectif, d'ici, 9-10 ans de, reprendre, une vie, nomade, une fois que mon cher enfant va être un peu plus aligné dans sa vie. Je lui dis: «Tu as 10 ans pour te débrouiller». Ça me semble quand même un délai Tu as raisonnable dit pour qu'elle un avait enfant. 14, fait que c'est 24. Elle a On non, elle va avoir 13 là, donc 13. tu sais, 23 ans, ça me semble correct et parce que je suis nourrie de de voyages, de changements et j'ai encore, toute ma famille qui habite au Brésil, d'où je suis originaire et mon objectif, c'est de vivre, un peu, 3 mois par là, 3 mois ici parce que le Québec, est devenu mon pays. Aujourd'hui, je me considère beaucoup plus, dans ma façon d'être et de vivre, beaucoup plus québécoise que brésilienne. Quand je vais d'ailleurs, au Brésil, ils m'appellent, la gringa, la étrangère, et ce qui a mais voilà, mes objectifs sont ça, mais pour ça, bah, il faut travailler, il faut continuer de développer, une façon de travailler, puis des collaborations de travail, offrir des services qui me permettent de garder heu, la bougeotte, qui me permettent de maintenir, Est-ce que tu cette, serais capable, cet style de vie. justement, mettons que on fast forward 10 ans là, en une journée, puis demain, ta fille a 23 ans, puis elle est en appartement. Est-ce que là, tu serais capable de, comme, il manque-tu certaines étapes à mettre en place pour ton entreprise de pouvoir justement le faire à distance? Oui, Attends. il manque. Heu il y a une chose qui habite mon modèle d'affaires, c'est l'intimité avec les clients. C'est le côté relationnel. L'année dernière, pour des raisons personnelles, je suis restée 3 mois à l'étranger et j'ai les clients ont verbalisé: «On s'est ennuyé de ta présence». Je travaillais, j'étais à distance et je pense que la Chapeau Rouge a été fondé avant la COVID et dans mon plan d'affaires, je m'assure de le lire, de le relire au moins une fois par an. C'est indiqué que je veux vivre ça. C'est quand j'ai créé Chapeau Rouge, c'était dans l'ambition de pouvoir aller explorer d'autres territoires et de travailler sur d'autres territoires. Et ce qui est difficile par contre, c'est de d'apporter de la chaleur dans des échanges, virtuels et je sais que les gens, ils se sont ennuyés de des rencontres qu'on pouvait faire ou, on a tous vécu ça pendant la COVID, ne pas pouvoir voir les gens et ça nous a manqué et ma signature de travail, c'est notamment ma présence et si je pouvais avoir une équipe, qui aujourd'hui, j'ai une personne dans mon équipe. Allô? Allô, allô? On Allô, t'entend. bonjour. Pardon, excusez-moi. J'ai, j'ai comme, une, il y a des petits enjeux, technologiques là, on vit tout ça. Mais je disais que j'ai l'opportunité de on se reprend, de faire en sorte que l'équipe Chapeau Rouge ne soit pas uniquement Janaïna en interaction avec les clients, mais d'avoir dans mon équipe des personnes qui ont aussi cette fibre d'intimité. Donc, voilà, c'est une situation je souhaite développer. Présentement, j'ai une personne dans mon équipe qui fait un travail extraordinaire et qui travaille avec les clients, mais c'est une personne qui ne se déplace pas en clientèle. Et, et, et dans les échanges que j'ai, autant avec mes clients qu'avec d'autres partenaires d'affaires, peut-être que tu pourras réenchérir là-dessus, sur ce que je viens de dire. On a besoin de contact humain. Et c'est ça qui rendrait peut-être euh, euh, la réalisation de ce projet-là, de vivre plus d'une façon nomade, difficile à court terme. C'est parce qu'il faut prendre le temps de
installer, comment dire, de mettre les choses en place pour que ça puisse fonctionner, pour que ça devienne un objectif smart. Voilà. Ouais. Je pense que l'environnement d'aujourd'hui, pas l'environnement d'aujourd'hui, mais ce qui s'est passé dans les dernières années, je pense entre autres clairement à la COVID a comme accéléré tout ça. Puis je pense que c'est moins attendu d'avoir cette relation-là proche d'avoir justement des rencontres en personne et tout ça. Mais puis moi, tu sais, moi et Maud, là, pour Webinity, on s'est partis pendant la COVID et tout. Avec la grande majorité, le 98% de nos rencontres sont à distance, sont faites à travers les Google Meet, tout ça. Mais quand on fait des rencontres en personne, clairement, genre, tu sens l'impact que ça a. Puis autant, là, on est parti sur une idée de faire comme des événements qui sont récurrents, là, des 5 à 7, dans un style réseautage, mais qui s'en veut pas un. Vraiment, on fait juste, on veut juste avoir du fun, avoir des vraies conversations, puis ça, sans avoir cet aspect-là de je m'en viens de vendre quelque chose. Juste ça, cet événement-là est comme un créateur d'opportunités incroyable pour le fait que, c'est comme, moi, ben oui, je vais inviter un ami, puis là, on rencontre plein de nouveaux mondes, puis juste d'avoir cette relation-là à l'entour d'un verre, c'est vraiment un game changer. Fait que, je peux pas dire que, genre, j'ai déjà, on est en marketing, des clients, on en a, puis on en perd, là, ça va de soi. On a ça vient avec la game. Je peux pas dire que j'ai déjà perdu des clients parce que, justement, on s'est pas rencontré en personne, mais certainement que ça l'aurait aidé. Puis c'est comme, moi aussi, j'ai besoin de ça. Puis je sens que tu as besoin comme de ça aussi, de travers, c'est juste la façon que tu en parles, puis de ce désir-là de chaleur et tout, d'avoir ça dans tes relations. Je pense que ça témoigne d'un humanisme important, puis on se rejoint là-dessus. Mais c'est pour ça que je suis tout le temps au bureau. Tu sais, entre autres, je veux voir du monde qui passe devant mon couloir, là. C'est comme tellement chaleureux, tellement cool, tellement. Ça vient en contrepartie de plein de choses de trafic, la Oui. commute et tout, mais c'est tellement le fun. Puis je vois la plus-value là, c'est que c'est ça qui rend ça dur si on veut aller à l'étranger. Mais écoute, je suis sur le même projet que toi. Peut-être pas à coup de 2 mois, 3 mois, mais moi aussi, là, on a parlé, ma copine et moi, justement, en fin de semaine, en déjeunant, d'aller peut-être faire un petit 2 semaines au Costa Rica ou quelque chose de même à distance. Fait que ça coûte 2 semaines, c'est pas 3 mois, mais bref. En fait, ça vient si tu me permets, de revenir un peu en arrière concernant euh, le projet d'entreprise et de créer un espace. Pour moi, Chapeau Rouge, c'était ça, c'était la création d'un espace où on peut s'épanouir. Et j'ai voulu m'offrir euh, euh, un espace où j'allais à disposer des meilleures conditions pour aller puiser euh, en ce que j'avais de mieux en moi. Et la créativité, elle m'est essentielle. Je ne peux pas livrer de stratégie sans créativité. Et cette créativité, je la puise notamment dans le contact humain, notamment dans les voyages, notamment auprès de ma famille. Euh, Quand je suis retournée au Brésil l'hiver dernier, euh, j'ai eu un sentiment de retrouver une tribu, de, de vraiment de me reconnecter à ces gens-là. Et, et, et en fait, Jean-Michel, c'est ça que je vends. Je vends cette humanité à travers nos projets parce que autour de moi, il y a des stratèges marketing extrêmement compétents, des gens brillants, des gens avec une magnifique expérience, mais des gens qui sont différents de moi et que leur façon de livrer des projets est différente de la mienne. Et aujourd'hui, les gens qui ont choisi de travailler avec moi, c'est probablement pas pour mon positionnement prix ou parce que j'ai fait 36 pays au cours de ma carrière, c'est par la personne que je suis, par les idées que j'apporte, par la façon que je travaille, mais qui je suis, la façon que je travaille, les idées que j'apporte, tout ça, c'est nourri de cette ambition ultime qui est de vivre de manière nomade et de rencontrer des gens. C'est vraiment cool. Je pense c'est pour ça qu'on s'entend bien, là, définitivement, là, ces aspects-là. Euh, pendant qu'on parle justement qu'on est revenu sur Chapeau Rouge, juste pour les auditeurs et tout, tu fais dans la stratégie d'affaires, ça veut dire, ça couvre quoi la stratégie d'affaires avec Modèle de service? OK. Donc, la stratégie d'affaires, c'est
comment croître, comment évoluer, comment changer, comment la stratégie, c'est les grands comment. Comment on va se prendre pour arriver quelque part. Donc, parfois, c'est via le marketing. Parfois, ça va être via un repositionnement ou une réorganisation. Ça va être au niveau des opérations, ça va être au niveau des coûts. Et quand j'interviens dans une entreprise, on va d'abord identifier, on part souvent, quelqu'un vient cogner à ma porte avec un objectif et est-ce que c'est la stratégie marketing qui est mon core business qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là ou est-ce qu'il faudra qu'on ait en périphérie au niveau de l'organisation, au niveau de notre modèle d'affaires? Est-ce que c'est dans les marchés dans lesquels on évolue? Est-ce que c'est les ressources dont nous disposons? Est-ce que sommes-nous efficaces au point de vue opérationnel? Donc, c'est ces choses-là que englobe la stratégie d'affaires. Et dans ces 280 projets-là, mettons tantôt tu l'as dit de manière holistique, les entrepreneurs, c'est souvent une question ils ont vraiment beaucoup faim, donc c'est une question d'ambition. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me développer? Mais la majorité de tes clients, les partenariats, les collaborations que tu as faites et tout ça, c'était pour quel problème qui t'approchait? Est-ce que c'était justement plus l'aspect marketing? Est-ce que c'était l'aspect croissance des ventes? Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? La grande majorité des gens, ils pensent au marketing et ils voient le marketing comme une dépense requise pour faire des ventes. Et le fond de leur demande, de leur démarche auprès de moi, c'est on veut croître. Et croître est associé aux ventes, au volume de ventes. On veut faire plus de ventes dans plus de pays. On veut diversifier le marché. Ça a beaucoup été le cas dans, je vais dire, avant la COVID, peut-être, 2019-20. Et aujourd'hui, c'est aussi, on va repenser notre façon de faire affaire. Et parfois, ça n'implique pas faire plus de ventes, ça implique faire de ventes hautement dans d'autres marchés. Donc, plus les années passent, plus j'ai affaire à des gens qui veulent revoir ce qui est en train de se passer, ce qu'ils vendent, à qui ils vendent, pourquoi ils vendent, et qui ne sont plus dans un développement pur de produits en disant c'est qui va acheter mon petit pain chaud, mais en disant qu'est-ce que le monde a envie de manger. Et est-ce que je suis capable d'aller rejoindre ces gens-là? Comment je peux aller rejoindre ces gens-là? Est-ce que je dois toucher à mes valeurs pour aller rejoindre ces gens-là? Donc, on est plus... et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé d'élargir mon positionnement et de n'être pas uniquement en stratégie marketing, mais plutôt en stratégie d'affaires, parce que en faisant ça, je m'autorise à voir le projet avec, dans un spectre plus large. Et là où je n'ai pas les compétences pour accompagner mon client, je cherche des ressources auprès de mes partenaires, mais on a une vue plus d'ensemble et on n'est pas juste en train de travailler sur la stratégie marketing. Makes sense. Et à travers justement, on revient là, sur ce thème-là, mais à travers tes 280 projets, il y en a un, c'est quoi celui que tu es le plus fier? Ouf! Ça peut être en bullet point, là. Ça peut être un top 3. Celui dont je suis le plus fière, j'en ai tellement. Je pense spécialement à un projet de d'une personne qui pensait qu'elle vendait des portes, d'une entreprise qui pensait qu'elle vendait des portes de maison. Et en fait, cette entreprise, elle a compris qu'elle vendait ce que la porte de maison apportait. Parce que des portes de maison, et là, on revient sur mon dada, sur mon cœur de métier, que c'est le marketing. Donc, et le cœur du marketing, c'est pour moi la proposition de valeur. Quand la personne, elle comprend qu'est-ce qu'elle apporte avec son produit et pas je vends du pain, non, je vends du réconfort. Et là, dans ce cas-là, c'était je vends pas une porte, je vends une sécurité, je vends un produit qui va m'abriter efficacement des intempéries,
je vends un produit qui va protéger mon intimité. Et quand elle a revu sa façon de voir son produit, elle a changé son positionnement et ça lui a permis aussi d'aller travailler, notamment, beaucoup plus auprès des architectes qu'auprès des constructeurs parce que comme elle faisait des portes sur mesure, elle était capable d'aller, faire des portes qui allaient vouloir transposer ce que le client, il cherchait derrière cette porte-là. Ça, c'était une belle réalisation parce que ça a provoqué un changement. On rentre là-bas pour faire le marketing d'un site web et ça a provoqué un changement dans la perception du produit vendu et par la suite dans le positionnement de l'entreprise. Ça a été un bon projet. J'ai l'impression aussi que, parce que ça a l'air vraiment, tu sais, on parle d'une commodité qui est des portes, puis là, on l'emmène d'une façon qui est comme vraiment, euh, qui élève, hein, qui élève, genre, je pense, j'ai l'impression. Ça peut avoir l'air comme absurde, mais j'ai l'impression que c'est comme, la façon que tu la portes, ça l'a changé plus que juste sa proposition de valeur. On dirait que ça a peut-être changé aussi la façon qu'elle-même voyait son entreprise. Et que là, elle était comme d'autant plus motivée parce qu'elle avait l'impression d'accomplir plus que juste vendre une commodité. Oui, ça se peut. Aujourd'hui, sur le long terme, c'est un mandat qui date de maintenant peut-être 8 ans. Et aujourd'hui, cette personne, elle continue de vendre des portes, mais la façon comment le regard, et même je me Exact. souviens qu'il y avait eu des changements au niveau du discours des équipes de vente, parce que ça emmène en tout par la suite. Comment on se positionne concernant notre produit? Est-ce qu'on est en train de vendre, comme tu dis, juste une commodité? Ou est-ce qu'on peut laisser l'espace ouvert? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici comme client? Ouais. C'est, je reviens, ça change notre regard. Et quand notre regard il est changé, on change notre positionnement, on change la façon de s'adresser à nos clients et on change parfois même des clients parce qu'on s'adresse, on répond plus aux mêmes besoins alors qu'on vend toujours la même chose. Voyez? Et un autre mandat aussi qui m'a rendu très fière, ça avait été de rentrer la ligne de produits que je représentais en Europe, donc les produits pour animaux, en Russie. Ça avait été une belle réussite de développer toute une ligne en russe, donc de travailler avec traduction de gamme et une culture d'affaires qui est très différente des nôtres. En Russie, c'est vraiment une autre paire de manches, mais ça a été une merveilleuse expérience. Et 15 ans après, je garde encore des contacts avec ces gens-là. Donc, c'était bien. Ton voix comme vraiment est énergisant en ce moment. C'est quoi qui est comme. C'est quoi qui était si incroyable parmi ça? Et les gens. C'est Les l'équipe. gens, c'est les gens, c'est les gens. Je pourrais avoir un merveilleux projet si je vois pas d'espace pour que l'intimité s'est créée entre mon client et moi. Euh, j'aurais de la difficulté. Je vous parlais tout à l'heure que mon niveau de créativité, il était directement proportionnel à, à mon, à, à cette connexion, à cette intimité. Et, et s'il n'y a pas de place là-dedans pour que ça puisse se créer, il y a de fortes chances que ni le client ni moi, on soit satisfait du mandat. Et j'ai des souvenirs très chaleureux de ces 2 collaborations-là dont je te parlais, avec les portes, mais aussi en Russie. Et je garde de très bons souvenirs de ces collaborations-là, en C'est raison des intéressant. personnes. C'est intéressant, en fait. Ça, même il y a une couple de sujets sous-jacents qui sont super intéressants. Est-ce que tu penses que le confort peut être un grand vecteur de créativité? Est-ce que tu peux développer ce que tu entends par confort? Justement, parce que tu parles d'avoir cette relation-là avec tes clients qui était un petit peu plus proche. Fait que j'imagine que tu avais justement ce sentiment-là de bien-être à travers cette relation-là qui était comme que ça, c'est une équipe dans laquelle je me sens bien. Et donc, quand on se sent bien, on est confortable, on est bien. Est-ce que ça peut être un vecteur justement de créativité? Tout à fait. Tout à fait, parce que quand on crée un espace où on peut être vulnérable, où on peut assumer même parfois
je n'ai pas la bonne stratégie ou je propose ça, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. On ose plus. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspirée qui s'appelle Questions are the answer. C'est un livre dont le nom de l'auteur, il m'échappe, mais si vous cherchez, vous allez trouver. Et c'est un gars qui est professeur au MIT à Boston et il disait là où on peut créer, où la créativité, elle a fleuri le plus, c'est là où on peut être vulnérable. C'est dans les safe spaces. Et si on n'a pas d'intimité, et si on n'a pas de confort, on n'a pas de safe space. Ça, c'est comme ça que je vois les choses. Si je suis dans un mandat où j'ai l'impression que tous mes faits, gestes sont scrutés, ou encore qu'on me prend pour une sommité, où je ne peux pas admettre, je sèche. Je n'ai pas d'idée pour atteindre cet objectif-là. Je ne vais pas offrir le meilleur de moi. Donc, chez Chapeau Rouge, je veille à ce que entre nous, mon équipe et les clients, on développe ces safe spaces-là où on aura de la place pour exposer les idées les plus folles, mais aussi démontrer nos forces et nos faiblesses en toute confiance. C'est vraiment, vraiment intéressant ce sujet-là. C'est l'impact du stress sur la créativité. Là, on pourra en faire une thèse. C'est sûr que ça a un impact. C'est pas quelque chose que j'avais pensé intuitivement avant, mais c'est sûr que si tu es dans un environnement qui est ultra stressant, qui est ultra, genre, comme tu dis, que tout le monde te regarde, tout le monde te remet en question sur tes faits et gestes, tu vas comme toi te remettre en question sur tous tes faits et gestes, puis tu vas que penser à ça, à la place de penser à comme d'autres choses, think outside the box, puis être créatif. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Revenons à justement le fait que tu as été en Europe et tout pour une campagne en Russie et que tu as visité 36 pays que tu as dit tantôt. J'ai travaillé avec 36 pays. Je n'ai pas eu la chance d'en visiter 36. Je pense en avoir quand même visité peut-être entre 20 et 25. Là. Il faudrait que je compte. C'est quand même pas rien. Tu as travaillé avec 36 pays. Oui. Ça, c'est fou. Ça doit être un... C'est un défi. Ça doit être dans le top 1%. C'est souvent un pays différent de l'autre. C'est rare sont les pays où on pouvait tout simplement dupliquer les choses. Et pour la petite anecdote, un des plus beaux apprentissages que j'ai eu dans cette expérience-là, ça a été qu'on faisait des traductions de notre packaging. Et quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était nos façons de faire. Et mon jeune âge et mon manque d'expérience m'a incité à suivre le mouvement plutôt que de remettre en question des choses qui étaient en train d'être faites. Et on avait traduit pour plusieurs pays le positionnement de l'entreprise. Et l'entreprise se positionnait comme offrant des produits qui permettaient aux propriétaires d'animaux d'avoir des beaux animaux. D'animaux qui avaient un poil qui était beau. Et on a fait cette traduction-là aussi. Et on a dit, bon, ça va être en tabac, ça marche en France, ça marche en Belgique, ça marche en Italie, ça marche en Espagne, ça marche en Russie, ça va marcher aussi dans les pays scandinaves. Et quand je suis allée pour le lancement dans les pays scandinaves, on se rendait compte que ça marchait très bien et on a essayé de comprendre et je suis allée visiter les magasins dans lesquels nos produits étaient vendus. Et on se rendait compte que les rayons dans les magasins, nos produits étaient vendus soit dans les cliniques vétérinaires, soit dans les magasins spécialisés. Et les rayons, ils étaient tout petits. C'était des tout petits rayons. Et alors que dans les pays plus latins, mais aussi la Russie, étrangement, les rayons pour les produits d'hygiène et santé animale étaient immenses. C'est un peu comme ici à la pharmacie, on trouve plein de shampoings. Et dans ces pays-là, c'est pareil. Et tout ça pour expliquer que ce qui comptait pour les gens dans les pays scandinaves en lien avec leurs animaux n'était pas qu'ils soient beaux, mais qu'ils soient en santé. Donc, notre positionnement était l'esthétique, le côté esthétique qui pouvait apporter les produits. C'était pourtant des produits vétérinaires, mais on mettait de l'avant la question de l'esthétique.
ton chien va être beau, ton chat va être beau, mais c'est ça le marketing qu'on mettait de l'avant. Alors que dans les pays scandinaves, c'était, ben, moi, je veux un produit qui va permettre à mon chien d'être en santé, d'avoir une santé au niveau de son poil qui va être bonne. Donc, c'est et de comprendre ces choses-là à travers ces voyages, à travers ces partenariats et d'aller visiter les différents pays, c'est ce qui m'a permis de voir la nécessité d'appliquer certaines choses que j'avais pourtant entendu parler à l'université, d'adapter son marketing. Et pourquoi on l'adapte? Parce que les perceptions, c'était les mêmes produits, les mêmes flacons, mais on a changé les étiquettes. Parce que ça ne marchait pas avec un positionnement beauté versus un positionnement santé. Ce dont tu parles, on dirait, et c'est comme la représentation. C'est un excellent exemple pour comme démontrer que la proposition de valeur peut affecter ton marketing, puis comment que ça le fait, puis juste la nuance, à quel point ça a un changement complet. Si tu penses que vraiment t'apportes ton produit et là pour la beauté de ton animal, finalement, c'est pas ça qui importe, mais tu te lances juste à cause de ta proposition de valeur, puis donc la façon dont tu fais ton marketing. C'est super Exactement. intéressant. Et c'est les mêmes produits, mais ça en fonction de du souci qu'on va avoir à comprendre quel est le problème que j'essaye de régler chez cette cible-là. Parfois, les gens ils disent, ben non, j'ai une proposition de valeur, j'ai un matériel marketing, ça va servir à tout le monde. Et ben, c'est un peu la stratégie du spray and pray. Hein. Je veux dire, je jette ça et qui est sensible attrape. Mais alors que quand on segmente notre proposition de valeur selon les marchés auxquels on veut s'attaquer, selon nos cibles, c'est vrai que c'est plus minutieux en termes de préparation, mais on dépense beaucoup moins d'énergie par la suite en termes de vente parce qu'on va aller lui présenter le produit à quelqu'un qui voit de la valeur dans le produit qu'on présente. Encore une fois, très, très fascinant. On est sur notre dernier petit segment. C'est quoi, je te pose cette question-là là, vraiment à large, je suis curieux de savoir ta réponse. C'est quoi une bonne stratégie d'affaires en 2023? Je dirais que c'est surtout une stratégie d'affaires très flexible, qui n'est pas... qui manque cruellement de rigidité et qui est très à l'écoute et qui est revue constamment. Quand j'ai fait mes études, je ne vous dirai pas la date, on parlait aux 3 ans. On faisait des plans pour 3 ans. Après, c'était des plans à l'année. Et c'est resté longtemps. On faisait une stratégie pour une année. Voici notre budget annuel. Qu'est-ce qu'on va faire à l'année? Et aujourd'hui, je parle vraiment j'aime ça travailler avec une vision, des objectifs à 6 mois ou à 1 an, c'est-à-dire des actions de fond qui vont effectivement, on va voir le résultat. Bon, tu travailles avec les campagnes Google Ads, des choses comme ça. Le résultat, on ne le voit pas la semaine suivante. Ça prend un moment. Mais d'avoir une stratégie qui va savoir donner des petits coups de hanche, qui va pouvoir s'ajuster parce que le marché change. Il y a beaucoup d'informations. Les clients sont sursollicités de part et d'autre. Et j'ajouterais une stratégie plus humaine aussi, qui est plus basée sur je prends mon téléphone, sur je viens te voir à propos de contre peut-être des publicités. J'ai connu beaucoup les stratégies, notamment le développement de la notoriété qui se faisait par des magazines, des annonces dans les magazines, ou des publicités à la télé. Il y a encore, je crois sincèrement qu'il y a encore un avenir pour ça, mais les messages, les canaux, ils se sont multipliés, les nombres de produits aussi, dans toutes les catégories possibles, là. Tout s'est multiplié. Et donc, si je dois revenir sur le point que tu mentionnais, c'est la flexibilité, l'absence cruelle de rigidité. C'est ça que j'essaye d'enlever des pensées et aussi cette capacité de revoir les choses constamment. Voilà. Donc, quand tu parles de manque de rigidité, tu parles vraiment de flexibilité, carrément, d'être capable de revoir. Oui.
C'est ça, c'est un peu parce que j'associe, et probablement à tort, rigueur et rigidité. Dans le sens où je sais que ce sont deux mots différents, mais qui vivent souvent ensemble. Ils sont dans le même espace. D'accord? La rigueur et la rigidité, c'est deux choses différentes, mais que quand on parle de stratégie, on doit avoir de la rigueur pour l'appliquer, mais on doit avoir de la flexibilité pour l'appliquer. Est-ce que c'est parce qu'on s'est dit que c'était le lundi qu'il faut que ça se parte le lundi, ou est-ce que ça peut partir le jeudi? Quel est l'enjeu que ça va avoir? Mais aussi, euh, cette capacité de changer d'avis, de changer d'idée, et d'essayer plein de choses. Je pense que ça prend cette ouverture d'esprit, c'est les mots que je cherchais tout à l'heure, l'expression que je cherchais tout à l'heure, d'essayer plusieurs choses. Et parce que notre capacité, je pense aux gens qui vendent en B2C, les consommateurs, il est sollicité de partout, tout le temps. Et si on n'ouvre pas de la place à des idées nouvelles et parfois même folles, on manque parfois notre coup. Donc, ça prend beaucoup d'ouverture d'esprit, flexibilité et cette capacité de s'adapter aux changements rapidement. Exact. Puis ça change extrêmement rapidement, autant de par les réseaux sociaux que peu importe. Là, en marketing, oui, mais même au niveau entrepreneurial, dans la commercialisation, dans tout, même les ressources humaines, peu importe, d'avoir une structure en place ou un processus comme tout peut être revu, puis genre, ça, faut pas se gêner, puis je partage cet avis-là avec toi. C'est normal dans ma tête de comme tu prends une décision avec toutes les informations que tu as au moment que tu la prends. Ouais. Tu as les insights que tu avais. Puis là, tu prends cette décision-là. Une semaine après, cette décision-là, ça fait ça que je savais pas avant de le faire. Fait que c'est facile de se juger et de dire j'aurais pas dû faire ça, mais tu n'avais pas cette information-là. Fait que là, maintenant, tu l'as. Prends une nouvelle décision avec cette information-là. Ça te prend naturellement une équipe qui est comme qui s'adapte rapidement et qui est enclin à aimer le changement, là, ce qui n'est pas tout le temps le cas. J'ai juste travaillé à certaines places que c'était le changement, c'était vu de manière très difficile, puis ça se travaille aussi. C'est quelque chose qui se travaille naturellement. Et là, je pense qu'on parle, quand tu parles aimer les changements, il y a des gens qui disent, mais la semaine dernière, tu m'as dit qu'il fallait aller dans cette direction. Oui, mais cette semaine, je te dis qu'il faut aller de l'autre côté. Donc, ça prend aussi cette capacité à ne pas se prendre la tête, d'accepter que soit on se trompe, parce qu'on se trompe réellement, soit comme tu mentionnais, on n'avait pas cette information-là et finalement, c'est à gauche qu'il faut aller, pas à droite. Donc, c'est ça, Jean-Michel. Yes. Une petite question personnelle Oui. plus pour moi, mais je suis sûr que les auditeurs vont être bien contents. Tu as dit que tu avais visité 20-25 pays. Mettons que ma copine et moi, là, on cherche une place à aller, puis c'est pas des jokes, on cherche des places à aller, qui sont moins comme connues et plus unusual, mais que tu as vraiment trippé. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis ça? OK. Bon, je vais exclure le Brésil. D'accord? On va s'en parler. Je fais une résidence l'été prochain là-bas. Je vais exclure le Brésil parce que c'est mon pays de naissance. Le Danemark. J'ai adoré le Danemark. Le Danemark. Pour quelle raison en 3 bullet points? La propreté, l'organisation et le sentiment de sécurité qu'il y avait là-bas. Donc, c'est mon petit côté allemand parce que j'ai un petit côté allemand. Là. Ça aussi, il faudrait que je t'en parle un jour. Et c'est ça. Et aussi, j'ai beaucoup aimé l'Estonie pour ses couleurs, pour la gentillesse des gens et pour le sens de la fête. Voilà. Cool, Donc, je savais pas. je sors des sentiers battus parce qu'on ne parle pas d'Italie, on ne parle pas d'Espagne, on ne parle pas... Bon, la Russie aussi, mon Dieu, je pourrais t'en sortir plein, là, mais c'est... Allez, on va laisser juste dans la liste ça le venait avec mes Danemark, questions. Ça venait avec mes questions. Je connais absolument rien de l'Estonie à part leur couleur de drapeau. Mais le Danemark, je suis curieux, est-ce que tu étais resté comme à Copenhague? Est-ce que tu avais fait... y a-tu des beaux... y a-tu un beau landscape au Danemark? Est-ce qu'il y a des belles... Oui, c'est au niveau de la topographie, c'est plat, il n'y a pas beaucoup de relief.
mais c'est un très, très beau pays. Comme c'est un petit pays, très vite, on a accès à la mer dans le pays. Il est très découpé. Donc, je l'ai traversé un peu en train pour aller rencontrer un client. Et j'avais trouvé que c'était un beau pays. Et on voyait des petites maisons au milieu d'une part, au bord de la mer. C'était très intéressant. Et définitivement, d'ailleurs, avant de venir habiter au Québec, j'ai hésité, je m'en vais au Danemark ou Pour je vrai. m'en vais au Québec. Mais je pense que j'ai bien fait. Je suis très bien ici. Bref, une Brésilienne qui se dit aussi québécoise avec un petit côté allemand aussi. On aime ça. Janina, si les gens veulent te rejoindre ou parler avec toi, s'informer sur ce que tu fais, ils font ça comment? Ben, le plus simple, c'est LinkedIn. Je pense que c'est une belle plateforme qui affiche autant les couleurs de Chapeau Rouge que les couleurs de Janaïna. Ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Toutes mes coordonnées sont disponibles, adresse courriel, téléphone et bien sûr la messagerie. Voilà, ça va être facile de rejoindre là-bas. Excellent. Ben, Janina, c'était un plaisir. On se connaît depuis un bon bout, mais c'est comme notre première discussion plus en fond. Fait que c'est le fun de savoir le pourquoi, du pourquoi qu'on se rejoint, justement. Fait que c'est Ben, bel ça humanisme, m'a tout ça. ça m'a fait plaisir et si tu as besoin d'autres conseils de voyage, j'ai plein d'autres adresses et je fais des voyages autres que pour le travail aussi, donc j'ai plein de destinations à recommander. Je prends des notes agressivement. Un gros Mais merci, ça va Janina. prendre en verre, hein, et la prochaine fois en présentiel, s'il te plaît, parce que ça manque de chaleur. Je suis d'accord. On a Comme notre ça. studio bientôt. On va faire ça bientôt. C'est sûr que ça s'en vient. Fait qu'on pourra se faire J'attends un épisode 2. l'invitation. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité.